Alors bonjour à tous, épisode numéro 7. Alors celui-là, je vais pouvoir le faire sans lunettes ni quoi que ce soit, parce que les principaux épisodes avec les choses les plus graves, je les ai déjà racontés. Donc je vais finir cette séquence de vidéos YouTube concernant le dossier polynésien par quelques infractions de l'époque et quelques anecdotes qui vont vous montrer dans quoi je baignais quand j'y étais. Et donc je vais passer assez rapidement sur ces épisodes, mais je tiens à vous les raconter, et je vais essayer d'accumuler quelques infractions par épisode, et je finirai, je pense, l'ensemble des épisodes par un épisode personnel sur les conséquences que cela a eu pour ma vie, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on va parler de deux voyous supplémentaires, deux personnes dont les dossiers, malgré des plaintes, ont été couverts par le gouvernement de Polynésie, les tribunaux, etc. Sûrement des copains à eux d'ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, j'appellerais ça épisode 7, Monneray et Forger. On dirait une équipe de tennis. Non, c'est une équipe de voyous en fait. Alors le premier, c'est Patrick Monneray. Alors Patrick Monneray, c'est quelqu'un de particulier pour la famille Barza en fait, dont je fais partie. C'est quelqu'un qui, il y a de nombreuses années, était un ami de mon frère Jean Marza, qui est aussi à Tahiti un artiste peintre. Et il y a longtemps, mon frère faisait du karaté et Patrick Monneray faisait du judo. C'est comme ça qu'ils se sont connus et qu'il a été présenté à ma famille. Il se trouve que lorsque je crée ma société, j'ai mon principal comptable, Monsieur Bourrineau, qui est allé s'installer en Calédonie. Et donc je me trouve à la recherche d'un comptable. Et je ne sais plus comment j'apprends en fait que Patrick Monneray, qui lui aussi est comptable à l'époque, se propose de travailler avec moi en fait. Donc je vais le rencontrer à Fa parce que ce monsieur a créé une entreprise de meubles tissés avec des fibres. Ce sont des jolis mobiliers d'ailleurs, hein. Et apparemment il a des problèmes financiers et à côté de ça il cherche à faire un petit peu de comptabilité pour s'en sortir. Moi j'ai à l'époque trois magasins, j'en ai en centre-ville, un à Punaoya et j'en ai ouvert un troisième à Taravao, assez grand. Comme il a l'air sympathique, que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, et puis que je suis à la recherche d'un comptable, bah, je lui dis, bah écoute, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble? Et donc pour l'aider aussi, puisque son exposition pour ses meubles, son magasin est mal situé, bien qu'il soit qui est très passant, son magasin est légèrement en retrait. Je ne sais pas qui peut comprendre que ces meubles sont en vente, et bon, il me dit qu'il s'en sort, mais il a quand même des difficultés. Je lui propose donc d'exposer ses meubles dans mon magasin à Punoya où j'ai beaucoup de grandes surfaces et comme mes clients viennent et patientent pour récupérer leurs ordinateurs et autres, ben on leur fait savoir qu'on ne s'est pas associé, mais on aide des amis à vendre leurs meubles et on les expose avec le tarif, etc. Et chaque fois qu'ils vont en vendre un, ben, ou que quelqu'un est intéressé, on les met en contact et il arrive à faire quelques ventes. J'expose aussi ces meubles dans mon magasin de Taravao pour l'aider, parce que Taravao, c'est quand même, il y a beaucoup de monde. Et voilà, on essaye de l'aider au maximum. Alors lui a beaucoup de travail et il me propose donc que sa fille puisse venir régulièrement récupérer les fonds, chèques et espèces, et pour me faciliter un petit peu de travail, parce que moi aussi je suis chargé, les déposer à la banque Socredo. Voilà, mon magasin de Punoya, c'est le plus important à une époque, et la banque Socredo avec qui je travaille, il y a un petit local qui est à la zone Punaru, qui est à 1-2 km de mon magasin, et donc elle est censée y déposer les chèques et les espèces. Il se trouve que, après peut-être 3-4 mois de collaboration, je reçois un coup de téléphone de mon banquier à Socredo qui s'inquiète que mon compte risque de passer à découvert suite à des échéances. Et je suis étonné parce qu'on tourne quand même assez bien. Je lui dis, c'est pas possible. On t'a déposé quand même quelques millions ces temps-ci en francs CFP, hein. Il me dit, bah écoute, les chiffres que tu m'annonces, je les vois pas. Donc je prends ma voiture, je vais le voir, et là il me montre que tous les dépôts de chèques ont été faits, mais que depuis 2 mois, il n'y a eu aucune espèce déposée. Et que donc tout l'argent qu'a récupéré la fille Monneray dans mon magasin à Punaouia, bah, elle les a pas déposés, elle les a détournés en fait, pour sûrement aider son père qui au niveau financier devait aller mal, mais elle les a déposés chez elle apparemment et pas dans mon compte en banque. Donc là, je fais comprendre à mon banquier que je vais intervenir pour que les choses se fassent correctement.
Et j'appelle Patrick, je lui dis ce qui se passe, et voilà, et puis je comprends très vite que ben, il se couvre, et je décide de déposer plainte à la gendarmerie de Punouya, qui est à 1 kilomètre de mon magasin. Et là, alors, je vous livre tel quel parce que il y a des choses dont on s'attend pas à les vivre, et quand on les vit, c'est très particulier. Là, gendarme de Punouya, il me dit Monsieur Barza, vous savez que Monsieur Patrick Bondré est franc-maçon et que c'est l'ancien comptable du Tawera. Et donc le Tawera, c'est le parti politique du Gaston Floss à l'époque. Et je dis oui, et alors? Il me dit vous savez, votre plainte, elle risque d'être classée sans suite. Non, c'est assez fou quand même ce que je raconte là. C'est-à-dire qu'un gendarme qui prend votre déposition pour un vol d'à peu près 30 000 euros, 3 millions et quelques, hein, quand même, ne m'avez détourné pas 300 000, parce que mes ordinateurs, il faut quand même comprendre qu'ils valent entre 2 000 et 3 000 euros chacun, et qu'il y en a beaucoup qui payent en espèces. Et voilà, donc le gendarme me dit ça, je suis assez stupéfait que lui ose me le dire, parce que en général, ils sont assez discrets, les gendarmes. Et là, il me fait un aveu comme ça, c'est-à-dire qu'au moment de la prise de ma plainte, on me fait comprendre que ça prospérera pas. Alors, j'apprends que la fille Monneray, 2 jours après, prend l'avion 2 jours après et s'en va précipitamment de Polynésie. Elle va se cacher le temps que ça se tasse, en fait. Et ma plainte va être classée sans suite. Voilà. Donc, voilà un voyou. Et l'ambiance de l'époque, c'est-à-dire qu'on peut se faire voler des milliers d'euros, ça gêne personne. Alors, bon, allez, comme je ne l'ai pas raconté, je vais en rajouter un troisième. Allez, avant même de créer mon entreprise Vaillanous Services Informatiques, quand j'ai quitté NCR Tituro à l'époque, j'ai créé une société qui s'appelle ah, ça remonte à il y a longtemps. Bon, j'ai créé une société de commerce international et je démarche la Calédonie et la Martinique. On va démarcher beaucoup d'endroits. Et comment je crée cette entreprise? En fait, j'ai envie de gagner un petit peu plus d'argent, de me lancer à l'époque, j'ai 25 ans. Et je rencontre un monsieur au centre Weimar qui me fait comprendre qu'il a des très bons prix d'achat. Et ce monsieur s'appelle Alain Le Prince. Donc, allez, rajoutons un troisième nom à ma dénonciation. Alain Le Prince. Et ce monsieur a créé dans un petit local du centre Weimar, qui est un centre commercial assez passant, un endroit où ils vendent beaucoup de consommables informatiques. Et moi, je vois que ces prix sont intéressants, mais le propriétaire est un monsieur qui est à la retraite, qui s'est laissé influencer par ce monsieur Alain Le Prince pour créer cette entreprise. Mais il décolle pas trop parce que sur place, ils ont une concurrence par des institutions un petit peu. Et un magasin qui s'appelle Boutique Informatique, de bonne mémoire, qui lui est connu depuis très longtemps et qui livre beaucoup. Et surtout, il a des gros volumes d'achat, donc il peut faire baisser ses prix d'achat. Et eux, même s'ils ont des bons prix au départ, ils n'ont pas les volumes, on va dire, pour être très compétitif. Et ce monsieur-là, il a l'air de beaucoup tchatcher, beaucoup rester dans son magasin. Mais c'est sûrement une des raisons pour laquelle, au niveau de la vente publique, ça décolle pas, en fait. Mais moi, comme je connais les tarifs d'achat, parce que je suis directeur de bureautique de Tahiti à l'époque, euh, je me dis, bah, il a des possibilités, mais il sait pas faire, en fait. Donc, avec des amis qui décident d'être actionnaires dans ma société, on crée ma société. Et oui, je suis fatigué parce que le nom, dans l'habitude, ça me sort tout de suite. Et là, ça va me revenir pendant que je vous parle. Et donc, je décide de prendre l'avion et d'aller en Calédonie. Première fois que je débarque en Calédonie, d'ailleurs. Et je rencontre le groupe La Fleur. Alors, La Fleur, c'est quelqu'un qui était possesseur de mines de nickel, mais avec les premiers accords avec les Kanaks, en fait, les Kanaks avaient demandé à ce qu'on leur rende tous les hôtels de Calédonie et les mines de nickel pour être aux manettes de leurs ressources principales. Et ce monsieur Lafleur avait réinvesti dans beaucoup de sociétés, dont essentiellement Barreau Bureau, qui était une grosse société de bureautique informatique. Et je vois que mes tarifs les intéressent. Et le fournisseur français de ces tarifs, essentiellement, porte un nom, c'est, alors ça je m'en souviens bien, c'est Banque Magnétique, et le patron c'est Monsieur Dupont. Voilà. Et donc j'obtiens un accord de leur part, comme quoi on peut aller les commercialiser à travers le monde, et qu'ils vont nous reverser des dividendes. On a un prix d'usine, on va dire, qu'on départ chez eux. Et sur ce prix-là, si on arrive à faire 10 ou 15% de marge quand on les revend, ah ben la marge nous est versée.
Eux, ça leur permet d'avoir, pour 0 € de risque, en fait, puisqu'on prend tous les charges avion, hébergement, etc. à notre charge, la possibilité d'étendre leur vente. Et puis surtout, nous, en allant en Calédonie, etc., on peut choisir quelles sont les sociétés qui paraissent fiables à la vente, parce que le problème de l'export, c'est toujours le problème d'un pays avec des gens qui vous passent des commandes, mais après qui n'honorent pas leurs commandes, parce que ces gens-là, comme ils font de l'export à loin, en fait, ils font venir souvent par bateau ou par avion avec des délais, et ils demandent des délais de paiement. Donc, je démarche, ça marche super bien, et donc Alain Leprince et moi-même, on devient co-gérant de la société. On a une carte Gold de chacun, on a l'équivalent d'à peu près 45 000 € au départ, 5 millions CP. Et on a des premières commandes, ça paraît intéressant, donc on décide que lui va partir sur la Guyane, moi je vais aller en Martinique, il va me rejoindre en Martinique, et on va continuer comme ça à développer. Donc il part en Guyane, la base spatiale de Kourou nous passe des commandes importantes, c'est pour Banque Magnétique. Moi, je débarque en Martinique, au bout de 3 jours, j'ai signé avec FBI, c'est une grosse société, et je fais aussi de grosses ventes. Et donc, on doit se retrouver à Paris pour que Claude Dupont nous signe un contrat officiel, parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des mails, mais moi, je veux un contrat signé avec nos noms, etc. Tout nickel, quoi. Et il se trouve, lorsque je rencontre Claude Dupont à Paris, au restaurant pour la première fois avec Alain Leprince, il me dit qu'il ne me versera rien, alors que c'était des accords quand même déjà officiels par échange de mails, appel téléphonique, échange courrier, mais voilà, donc j'avais des confirmations comme quoi on avait des accords, mais je demandais un contrat officiel et béton. Et là, il me fait comprendre qu'il va verser l'argent directement à Alain Leprince, et qu'il n'était pas question qu'il verse à notre société. Donc c'est complètement illégal, bien sûr, parce que Alain Leprince, il est co-gérant, il est payé par l'entreprise, et il n'a pas à toucher à titre individuel les revenus de ce que l'entreprise a dépensé pour lui. Et ce monsieur-là, Alain Leprince, avait tout prévu, en fait, parce que comme on est en voyage, en déplacement, les comptes en banque, en fait, on les reçoit en fin de mois, les relevés de banque. Et ce monsieur-là, en fait, pendant 15 jours, 3 semaines, il va retirer le maximum d'argent possible par sa carte Gold pour vider les comptes de l'entreprise, et il va nous sortir lui aussi à peu près 30 000 €. Sans aucun justificatif, en fait, hein. Donc il essaye de mettre en liquidation la société, à l'arrêt la société pour laquelle il travaille. Et donc il reste très peu d'argent. Moi, j'ai un petit peu d'argent personnel. Et pour sauver l'entreprise, je vais aller au Sénégal et en Tunisie, où je vais faire beaucoup de ventes. Au Sénégal, je vais rencontrer Faldoudou, qui a 300 sociétés qu'il contrôle, qu'il fournit. Et en Tunisie, je vais rencontrer le beau-frère du président, qui apparemment a de gros relais, et qui va me faire aussi beaucoup de ventes. Malheureusement, tout ça est à échéance. Et quand je rentre à Tahiti et que je dépose plainte contre Alain Leprince, encore une fois, ils vont classer l'affaire sans suite. J'apprendrai après pourquoi, d'ailleurs je vais vous l'expliquer à la fin. Pourquoi on n'a pas pu le poursuivre. Euh, mais voilà, encore Alain Leprince, un voyou de l'époque, 30 000 € de vol. Je vais rembourser avec mon autre actionnaire le trou que va créer les quelques dépenses supplémentaires. Euh, Ça va, pendant 2-3 ans, je vais travailler à Sigma, en fait, pour rembourser l'emprunt qu'on avait fait de base. Et voilà. Donc, alors la réalité, pourquoi est-ce que ces gens-là sont pas poursuivis? C'est qu'en fait, le tribunal de Papeete n'a aucune existence légale, parce que comme la Polynésie, en fait, est une colonie, on ne peut pas attaquer à l'international, vu que toute personne de l'étranger qui demanderait qui est le responsable en Polynésie se retrouverait avec la France à devoir lui expliquer qu'en fait c'est une colonie. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui empêche, en fait, je l'ai compris des années plus tard, que tous les statuts illégaux de cette société, de cette colonie, en fait, rendent impossible de poursuivre à l'étranger des personnes. Et quand je découvre ça, il y a plein de gens qui le savent, en fait. Et donc je rencontre un troisième voyou, David Forger. Alors lui, je travaille comme directeur commercial à Technidis à l'époque. J'ai un bon poste, je gagne à peu près 2500 € par mois. Et je le rencontre par une amie, je vais voir
une amie qui a une bijouterie, et elle me présente ce monsieur-là. Et ce monsieur-là me fait savoir que depuis des années, il vient de Philippines, où il a créé une société qui s'appelle Ultimate Sarong, et il fait des paréos, de très beaux paréos. Et il vient régulièrement avec un conteneur, il envoie un conteneur vers la Polynésie, il le réceptionne, il vend les paréos au marché de Papeete, et de temps en temps, il va sur d'autres destinations, donc il aimerait quelqu'un qui puisse recevoir des conteneurs régulièrement, qui passe des commandes régulièrement, et qui diffuse en permanence, ça lui ferait gagner plus d'argent, et donc il est prêt à me commissionner sur les paréos. Moi, je crée une société, en fait, je lui passe un très bon tarif, et après, avec les douanes, etc., j'arrive à les revendre à un bon prix. Donc le premier arrivage se passe très bien, le deuxième aussi, les gens sont très contents que je sois là pour leur donner une fourniture permanente de paréos, chose qu'ils n'avaient pas de manière régulière avec David Forger. Et un jour, je passe une commande de 35 000 euros. Hein, ça tourne toujours dans ces eaux-là quand je me fais arnaquer, en fait. On dirait que c'est un seuil à partir duquel les gens sont satisfaits de pouvoir voler et se sentent pas trop menacés de poursuite, en fait. Eh ben, il m'envoie jamais les paréos, en fait. Il encaisse l'argent. Et donc, je dépose plainte contre lui parce que ce monsieur-là, c'est un retraité militaire qui fait croire, en fait, qu'il vit en Polynésie pour être indexé dans sa retraite militaire. Il a même une femme qui n'en est pas une, qui habite à Faa, et qu'il déclare habiter avec lui, en fait. Alors qu'en fait, il a une femme en Philippines dont il a un fiston, d'ailleurs. Il a trompé de tout, parce qu'il me raconte de temps en temps, il va dans les endroits olé olé de Philippines, et qu'il fait des choses pas très cool. Bon, passons. Mais ce monsieur-là, donc comme il a une retraite qui est perçue en Polynésie, moi je dépose plainte contre lui, j'explique ce qui se passe, et je demande à ce qu'il soit poursuivi et qu'on perçoive sur sa retraite militaire une partie des fonds pour me rembourser. Et l'affaire sera encore une fois classée sans suite, parce qu'en fait, comme il est en Philippines, eh ben, le tribunal de Polynésie ne peut pas la poursuivre à l'étranger. Et c'est comme ça que je découvre le poteau rose. Année après année, tout se confirme en fait. Et ce monsieur-là, en fait, il encaisse de l'argent, il livre pas, et il sait qu'en Polynésie, on ne pourra pas le poursuivre. Voilà. C'est pour ça que je dénonce aussi tout ce qui se passe, parce qu'en fait, il y a une instabilité juridique, politique et commerciale en Polynésie qui fait que les voyous, quand ils sont francs-maçons ou copains du copain du copain du gouvernement, ils savent qu'ils risquent rien en fait. Et les gens honnêtes, quand ils dénoncent au tribunal que comment dire, le contradictoire n'est pas respecté, etc., on les menace d'incarcération, comme ça m'a été fait. Voilà. Donc, je sais que tout ça, ça vous paraît hors sol, mais c'est le réel de la Polynésie, en fait. Voilà, donc Alain Le Prince, David Forger, Patrick Mondré, trois voyous qui escroquent des gens et qui sont couverts par les tribunaux, par les statuts qui n'en sont pas. Je tenais à leur dédier cet épisode. Je pense que l'épisode 7 en dira les voyous, tout simplement. Les copains et les coquins. Voilà, bonne journée.